Figurez-vous qu'il n'y a pas un Moyen-Âge, mais plusieurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter le second Moyen-Âge, celui des cathédrales, des châteaux forts et des seigneurs. Il règne sur l'Europe à partir du XIe siècle. À cette époque, la France se couvre de forteresses imprenables et de cathédrales toujours plus hautes. Et tout cela grâce au génie des bâtisseurs. Comment ont-ils réalisé de telles prouesses architecturales? C'est ce que je vous invite à découvrir dans Lyon. Au cœur de la campagne bourguignonne, je pars à la découverte d'un château qui semble sorti tout droit du Moyen-Âge. Pourtant, il est encore en construction. C'est le chantier expérimental de Guédelon. Ici, on a fait un pari fou, bâtir un château fort avec les mêmes outils, les mêmes techniques et les mêmes matériaux que les bâtisseurs du Moyen-Âge. Forgerons, carriers ou tailleurs de pierre, ici des artisans de métier se font expérimentateurs. Depuis 15 ans, ces passionnés tentent de retrouver les gestes des bâtisseurs d'un château fort du XIIIe siècle. Le projet est encadré par des historiens et des archéologues. Florian Renucci est le maître d'œuvre du chantier. Bonjour. Bonjour. Il supervise la construction de l'une des 4 tours d'angle de l'enceinte. Alors là, vous êtes en plein travaux de maçonnerie. Vous êtes en train de terminer ce mur, c'est ça? On construit le mur circulaire de la tour de la Carrière, qui a un rayon de 5 pieds. Pour nous, un pied, c'est 30 cm, donc c'est 1,50 m de rayon intérieur. Et une épaisseur de mur équivalente, 5 pieds, qui permettent de bâtir les parements extérieurs avec une grande précision, ce qui fait que la totalité de la tour va former un cercle extrêmement précis. Alors, comment il se compose ce mur? Parce que je vois qu'il y a différentes sortes de pierres. On a la plus belle pierre, la pierre de taille. Le grès ferrugineux, de manière un peu plus rustique, nous permet de réaliser la totalité du corps du mur, c'est les parements de moellons. Et les moins belles pierres de grès, on les place à l'intérieur pour faire le remplissage. Ce château fort, en cours de construction, c'est un symbole du Moyen-Âge. À partir du XIe siècle, le pouvoir royal est affaibli et le territoire morcelé. Les seigneurs se livrent à des guerres incessantes. Chacun cherche à s'emparer du territoire de son voisin. Les premières forteresses, en terre et en bois, ne sont pas assez robustes pour résister aux assaillants. Les bâtisseurs se trouvent face à un défi. Inventer une construction militaire capable de protéger le seigneur et ses terres. C'est l'acte de naissance du château fort. Le concept de château fort est un concept défensif. On cherche, en construisant des forteresses imprenables, en construisant des verrous, à défendre des territoires. On essaie de retarder le plus possible la victoire de l'ennemi. Or, pour ce faire, le cœur du château étant le donjon, on va multiplier les enceintes, multiplier les défenses, c'est-à-dire les tours, de manière toujours à retarder le plus possible les capacités d'entrée à l'intérieur de la cour du château. En 1997, le chantier de Guédelon démarre sur des terres en friche. Voici à quoi devrait ressembler le projet final. Un château fort de taille moyenne, avec tous ses attributs défensifs. Des remparts munis de créneaux, un donjon, un châtelet d'entrée avec ses 2 tours de défense et bien sûr des meurtrières pour tirer à l'arc ou à l'arbalète. Les archéologues savent qu'à l'époque médiévale, les bâtisseurs utilisaient en priorité les matériaux qu'ils avaient à disposition. Objectif, optimiser les frais d'approvisionnement et de transport. Alors, à Guédelon, les artisans mettent un point d'honneur à faire de même. Le rocher, on le transforme en moellon. Les arbres, on les transforme en poutres et en bois d'œuvre. Et la glaise de la forêt se transforme en terre cuite, tuiles et carreaux de pavement. Pour transformer la matière première, les outils médiévaux ont été reconstitués à l'identique.
Les enluminures, les vitraux, mais aussi les traces de truelles sur les joints des parements 13e montrent que les outils traditionnels du maçon, y compris le fil à plomb, les règles et aussi le niveau, c'était des outils qui leur permettaient de bâtir verticalement avec le fil à plomb, de niveler, mais aussi de manipuler mortier sans y mettre les mains. Ces travaux se déroulent sous l'œil attentif d'une archéologue, Anne Beau. Elle fait partie du comité scientifique qui accompagne le projet. Et alors là, je me retourne vers l'archéologue. En quoi est-ce que c'est intéressant archéologiquement? On a des hypothèses et aujourd'hui, le château de Guédelon permet de vérifier ces hypothèses, permet de construire, si vous voulez, un autre raisonnement qui ne vient pas contredire l'étude archéologique, mais qui en fait l'enrichit, infirme, confirme certains aspects de la construction. Après 15 ans, ce sont des milliers d'heures où le geste a trouvé son équilibre, son économie, et on peut présenter des durées de taille, des quantités, des temps derrière la capacité à construire 1 mètre cube de mur. On peut donner ces chiffres-là que les historiens n'ont pas et qui sont un éclairage par rapport aux sources médiévales. Direction le donjon. On va prendre le petit escalier qui est dans l'épaisseur du mur. On monte tout là-haut? Ah ouais, tout là-haut. Allez. La pièce maîtresse du système défensif. Comment les bâtisseurs construisaient-ils des tours aussi hautes? Pour le comprendre, les artisans du chantier ont reconstitué un engin de levage médiéval. On est à quelle hauteur ici? Là, on est à 18 mètres du fond de fossé. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour acheminer des matériaux aussi lourds, aussi hauts? Comment on faisait au Moyen-Âge? Alors, les enluminures et l'archéologie nous présentent donc les cages écureuils, qu'elles soient à roue unique ou à double tambour. Ce sont les grues qui ont permis de construire tout le patrimoine médiéval. Les cathédrales, les Carcassonnes, les Mont-Saint-Michel, c'était leurs grues. Voilà, ils vont pivoter la charge pour la poser ici, donc on va reculer dans l'angle. D'accord. Les expérimentateurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient monter jusqu'à 500 kg de charge. Là, on a les 500 bien tassés. Waouh. Voilà. Et là, vous avez mis combien de temps pour monter ces 500 kg? 5 minutes, c'est le temps qu'on a discuté. C'est très rapide. C'est assez rapide. Et donc, en une journée, par exemple, vous pouvez acheminer comme ça combien de tonnes de pierre? La moyenne, c'est 10 montées, parce qu'il faut quand même préparer la pierre. On n'est pas tout le temps à faire les manœuvres, mais donc 10 montées, c'est 5 tonnes quotidiennes. 5 tonnes. Quand on est à construire une voûte, ça fait quand même une performance intéressante. Plusieurs centaines de tonnes de pierre seront encore nécessaires à la réalisation de ce château fort. Eh ben non. La fin du chantier est prévue pour 2025. Le bâtisseur du Moyen-Âge relève sans cesse de nouveaux défis. Nous sommes au temps des cathédrales. Il faut construire toujours plus beau, toujours plus haut. Le charpentier doit redoubler d'ingéniosité. Et c'est à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol que les archéologues retrouvent les traces de son savoir-faire. C'est ma deuxième étape, le Cher. La cathédrale de Bourges. Un chef-d'œuvre gothique de la première moitié du XIIIe siècle. Je suis admirative. Sculptures, voûtes, vitraux. Tout ici reflète le génie des grands bâtisseurs. Actuellement, la cathédrale est en cours de restauration. Alors les archéologues en profitent pour étudier sa charpente. Elle est cachée là-haut, au-dessus des voûtes, à près de 40 mètres du sol. Et c'est justement là que j'ai rendez-vous. Toute la charpente du chœur est mise à nu sous ces bâches qui protègent le bois des intempéries. Il y a beaucoup de marches, Frédéric? Oh, plusieurs centaines. Oh là là, bon, allez, courage. Frédéric Epaud est l'un des rares spécialistes des charpentes médiévales. Il me conduit jusqu'au chantier. Voilà cette fameuse charpente. Voilà, nous y voilà. Impressionnant. Elle fait combien de long? 115-118 mètres. Les occasions de fouiller une charpente médiévale sont extrêmement rares. Car sur les 154 cathédrales françaises, seule une dizaine ont conservé leur charpente d'origine. La plupart ont brûlé dans des incendies. Comment les archéologues savent-ils que celle-ci date bien du Moyen-Âge? Pour le savoir,
Frédéric a fait appel à un dendrochronologue, un spécialiste de la datation par le bois. Christophe travaille pour comprendre le matériau grâce à l'analyse des cernes de croissance de l'arbre. Donc en fait, ça apporte énormément d'informations pour l'archéologue, à savoir la datation du bois, connaître sa date d'abattage, qui va donner indirectement la date de construction de la charpente. Donc là, Christophe, vous êtes en train de prélever... Un échantillon dans le chevron. Donc Ouais. je vais retirer la mèche. Ouais. Ah oui, c'est extrêmement long, en fait. Ah oui, on la voit ressortir. Christophe, comment est-ce que vous faites à partir d'un si petit échantillon de bois pour connaître la date d'abattage et l'âge de l'arbre? Sur cette carotte, on peut voir différentes bandes. Des bandes blanches qui sont en fait les vaisseaux fabriqués au printemps dans lesquels circule la sève, et des bandes brunes qui sont les fibres et les petits vaisseaux fabriqués en été. Et la succession de ces anneaux permet d'avoir toute la croissance de l'arbre, du début de sa vie, donc du cœur, jusqu'à l'écorce, donc la fin de sa vie, le moment où il est abattu. Donc on mesure la largeur de chaque anneau de croissance et on a un système de référence sur 3 à 4 000 ans en base de données. Qu'est-ce que vous avez déterminé justement comme datation? Il faudra mesurer les cernes en laboratoire, mais on a déjà étudié 2 travées de la charpente du cœur dans une précédente campagne de restauration et on a obtenu pour tous ces arbres automne-hiver 1256-1257. Super précis. Est-ce qu'on sait combien il a fallu abattre d'arbres pour construire cette immense charpente? À l'échelle de toute cette charpente, on est à plus de 900 arbres. 900 arbres, une véritable forêt en quelque sorte. Vous m'emmenez encore plus haut? Toujours plus haut. Les charpentiers ont laissé dans le bois des marques qui en disent long sur leur technique de construction. Regardez ces fermes, ces grands triangles de bois qui constituent la charpente. Pour couvrir cette cathédrale de presque 120 mètres de long, il en a fallu plus de 160 aux mêmes dimensions. Et pour qu'elles soient toutes à peu près identiques, Frédéric a découvert que les charpentiers utilisaient l'une de ces fermes, appelée ferme épure, comme modèle à reproduire. Pour faire ces fermes, on avait utilisé au XIIIe siècle une ferme déjà assemblée, déjà réalisée, sur laquelle on assemblait les bois et on réalisait la ferme suivante. D'accord, donc on réalisait un premier modèle, c'est ça? Voilà. Qui servait ensuite de modèle reproduit Exactement. pour toute la dimension de la charpente, c'est ça? Et justement, l'opération de taille des assemblages de ces fermes sur cette ferme épure a laissé la trace sur ce support-là, des traces de creusement des trous de cheville. D'accord. Ce qui permet de prouver que cette ferme a servi d'épure pour à peu près 8 fermes secondaires, puisqu'on a 8 cupules, c'est-à-dire 8 négatifs de percement de trous de cheville. Et donc c'est ça une technique que vous avez redécouvert en fait en observant cette charpente, c'est ça? C'est une question que l'on se posait. On supposait que c'était une technique qui était utilisée au XIIIe siècle, mais on n'en avait aucune preuve. Et justement, grâce à cette découverte, maintenant, on a la preuve que c'était effectivement comme ça qu'il procédait. Ce sont des techniques extrêmement élaborées. Oui, puisqu'on est quand même là à l'apogée du gothique, et notamment au niveau des techniques de charpenterie, on est vraiment au summum des compétences que l'on peut constater, en tout cas pour tout le Moyen-Âge. Près de la moitié des cathédrales françaises ont été édifiées durant la période qualifiée de gothique par les historiens, entre le XIIe et le XIVe siècle. Une nouvelle architecture religieuse qui fait triompher les vides sur les pleins et inonde les édifices de lumière. Voûtes à croisée d'ogives, vitraux historiés, arcs-boutants et rosaces, le style gothique dynamise l'architecture. Car dans cette course vertigineuse vers les cieux, les bâtisseurs doivent innover. La charpente revêt un rôle technique essentiel parce qu'elle permet de maintenir l'édifice, son couvrement, mais l'édifice aussi tout entier, et donc de dégager les espaces intérieurs de la nef de manière à pouvoir exprimer une architecture élevée vers le ciel. Plus la charpente est performante, plus la nef sera haute, et c'est une nécessité technique vraiment qui pose des problèmes cruciaux à laquelle vont se heurter très vite les architectes, les concepteurs de ces cathédrales, qui vont rivaliser d'ingéniosité
pour pouvoir répondre à la commande, aux attentes des commanditaires de ces très très grands édifices. Justement, Frédéric a découvert comment les charpentiers ont assemblé cette immense structure, à plus de 40 mètres du sol. Alors, ce qui est intéressant d'observer ici, ce sont ces numéros. En fait, ce sont des numéros en chiffres romains. Chaque bois de chaque ferme porte un numéro spécifique. Ces marques servent aux charpentiers de repère au moment du levage de la charpente. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les fermes sont réalisées, on monte les bois sur plateau de travail à la hauteur de la charpente et on réassemble ces fermes en respectant donc la numérotation qui a été établie. Pourquoi est-ce qu'on met des numéros? Parce que les différents éléments ne sont pas interchangeables? Exactement. C'est-à-dire que chaque bois est particulier. Chaque bois a sa forme spécifique, du fait de la forme de l'arbre qui est équarri. Donc on a des bois qui ne sont pas du tout réguliers et qui ont tous leur propre identité. Assemblage, levage, toutes ces techniques, les charpentiers du Moyen-Âge les ont léguées à leurs successeurs. Et ce n'est pas le seul héritage laissé par les bâtisseurs du Moyen-Âge. Comment étaient-ils organisés? Comment transmettaient-ils leur savoir-faire? Aujourd'hui, l'archéologie permet de mieux répondre à ces questions. Pour en savoir plus, direction la Seine-Saint-Denis. La basilique de Saint-Denis abrite les tombeaux des rois de France et reçoit chaque année des milliers de visiteurs. Ici, comme dans de nombreux édifices médiévaux, se cachent des traces mystérieuses dont les archéologues cherchent encore la signification exacte. Bonjour. Bonjour. C'est étonnant de voir des archéologues avec une lampe de poche. Oui. Pas très habituel. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Des signes. Chaque pierre dans cette basilique porte une petite marque gravée. Comme celle que vous êtes en train de mettre en lumière, là, Voilà. c'est ça? Voilà. Et là, vous voyez un R qui est couché. Ah ouais. Mais en fait, il y a un premier relevé qui a été effectué par Jules Formigé, qui était l'architecte responsable de la basilique dans les années 50, après-guerre. On y retrouve des lettres de l'alphabet latin, un oméga, donc de l'alphabet grec, des signes plus parlants, comme ici celui qui nous évoque une raquette de tennis, par exemple. On peut aller chercher ces signes dans la pierre? Bien sûr, on peut s'amuser Alors à les rechercher, à les retrouver. Là, vous avez un triangle. Qui est on va là. retrouver, voilà. On retrouve le losange ici, Ah oui. mais cette fois-ci avec les petites Dans un autre pattes sens. au-dessus. Malgré ce relevé et plusieurs études sur différents monuments, les archéologues s'interrogent. Il y a trois interprétations possibles. Soit ces signes permettent de gérer le matériau de construction au moment de l'extraction de la carrière, soit il permet de faciliter la pose de ces pierres sur le chantier même. Et troisième possibilité, c'est celle qui s'impose dans l'imaginaire. Donc c'est une signature de tailleur de pierre, d'où le nom parfois de marque de tâcheron, ce qui signifierait que le tailleur de pierre est payé à la tâche donc pour chaque pierre qu'il a taillée et qu'il signe donc d'un signe. Mais tout le problème, c'est qu'on rencontre certaines marques très fréquemment, d'autres très rarement. Donc ça voudrait dire que certains sculpteurs travaillent très peu, d'autres énormément. Donc la réalité est sans doute plus complexe. Ces marques doivent traduire un travail d'équipe. Donc on est plutôt dans le domaine de l'hypothèse que dans celui des certitudes pour l'analyse de ces marques. Grâce à l'étude de ces marques, les archéologues pourraient compléter les enseignements des textes médiévaux. Ils savent que les bâtisseurs sont regroupés par corps de métier. L'accès à ces professions artisanales est étroitement contrôlé par les maîtres qui recrutent et forment leurs apprentis. La transmission des secrets de fabrication s'effectue à l'abri des regards, dans des loges installées à proximité du chantier. Apprentis, compagnons et maîtres d'une même loge cultivent des valeurs d'entraide, de devoir professionnel et de fidélité au serment. Ils sont aussi itinérants, contraints à l'inactivité par une interruption des travaux ou attirés par un autre chantier plus prestigieux. Les corporations de bâtisseurs, telles qu'elles sont conçues de manière assez complexe, avec des rites
initiatique, une hiérarchie très fixe, des règlements au cours du second Moyen-Âge vont évoluer, pour certaines d'entre elles, vers des résurgences qu'on connaît aujourd'hui. D'une part, le compagnonnage, avec des compagnons dont l'apprentissage est surtout marqué par un voyage initiatique, le Tour de France, et puis dans une sphère un peu plus ésotérique, vers des sociétés secrètes qui se forment au cours de l'époque moderne jusqu'à l'époque contemporaine, qui sont souvent des sociétés à but politique occulte, comme la franc-maçonnerie, mais qui revendiquent des valeurs et des symboles qui sont eux aussi hérités. On le voit à travers un certain nombre de signes d'images, comme le compas, etc., hérités directement de l'organisation interne de ces corporations de bâtisseurs médiévaux. La basilique de Saint-Denis a fait l'objet de plusieurs restaurations. Lors de fouilles autour de l'édifice, les archéologues ont découvert des fragments médiévaux de la rose, de piliers ou de sculptures qui ont été remplacés. Ces vestiges sont conservés ici, à l'unité d'archéologie de Saint-Denis. Sur ces pierres taillées, je découvre avec surprise de la couleur. Vous avez quelques exemples de sculptures, d'éléments d'architecture avec des traces de polychromie, comme ici, par exemple. Donc jaune, donc rouge. Rouge, c'est Ouais. des couleurs de base, Ouais. c'est les moins chers. Vous avez des éléments qui sont un peu plus sophistiqués. Noir pour le fond, vert sur les petites feuilles de la première couronne. On voit les crochets qui sont peints rouge à l'intérieur, bleu à l'extérieur, et un rang de feuilles qui ont été plaquées or. Tout ça, c'était doré. C'était doré, oui. Ah, ça devait être magnifique. Donc, quand on entrait au Moyen-Âge dans une cathédrale, on était ébloui par la lumière, mais aussi par la couleur. Voilà. Alors, les témoignages qu'on a au Moyen-Âge de visiteurs qui rentrent dans des édifices comme des cathédrales entièrement peintes ou la Sainte-Chapelle sont toujours très, très marqués par l'émotion. Des gens parlent d'une sensation d'être enlevés au paradis, sachant évidemment que l'intérieur d'une église qui est saturée de couleurs, saturée d'odeurs, de l'encens, etc., est aux antipodes, en quelque sorte, du monde extérieur. On est plus proche sans doute d'une ville du tiers-monde que des villes modernes, évidemment, dans la ville occidentale médiévale. Et donc, la couleur participe du souhait de marquer profondément le visiteur de l'édifice. Les archéologues savent aussi qu'au Moyen-Âge, la couleur n'était pas réservée à l'intérieur des cathédrales. Certaines façades faisaient également office de toile de maître. C'est le cas des cathédrales d'Amiens et de Reims, par exemple. Au cours de la rénovation de ces monuments, les restaurateurs ont découvert que les sculptures du portail et de certaines parties de la façade étaient peintes de couleurs éclatantes. Elles sont ici reconstituées grâce à la projection d'images numériques en haute définition. Une bande dessinée sculptée dans la pierre. Le moyen de raconter la Bible de façon imagée à une population majoritairement analphabète. Le principe fondamental, c'est de ne pas laisser la matière première telle qu'elle. C'est de la transfigurer pour l'offrir à Dieu, la rendre en quelque sorte sacrée, parfaite, de manière à créer une œuvre intemporelle. Et c'est ce que cherchaient à faire ces artisans, ces décorateurs de cathédrales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on observe ces monuments dont les couleurs ont disparu, se sont effacées, on a tendance à oublier cette dimension très importante du message qu'elle délivrait. À partir de quel moment on a cessé de peindre ces cathédrales et pour quelles raisons ? Alors, il n'y a pas d'interruption brutale de la polychromie intérieure aux édifices, mais à partir, disons, du début du XIVe siècle, on privilégie des couleurs plus claires, et ce n'est qu'à l'époque moderne, surtout au XVIIIe siècle, là où on a refusé catégoriquement donc, cette polychromie qui remontait au Moyen-Âge. On a badigeonné de blanc l'intérieur des édifices, après les avoir grattés souvent, ce qui a fait évidemment disparaître la polychromie d'origine. Artisans, ingénieurs, artistes de génie, les bâtisseurs du Moyen-Âge nous ont légué un fabuleux patrimoine. Ils ont aussi transmis une philosophie du travail et un savoir-faire hors pair, dont nos apprentis et nos compagnons sont encore aujourd'hui les héritiers.